Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième rencontre de la prévention santé à l'initiative de la Fondation Ramsay Santé. Un sujet qui est une des préoccupations majeures de notre 21e siècle. Comment protéger la jeunesse de ce deuxième risque de mortalité pour les plus jeunes, à savoir le suicide, deuxième risque derrière les accidents de la route. Alors bien entendu, nous tenons ce webinaire, nous tenons cette rencontre dans un cadre très particulier que nous connaissons tous, que nous subissons tous, le reconfinement, la distanciation, la présence au-dessus de nos têtes de cette menace permanente, la Covid-19. Alors on pourrait croire que parler des jeunes dans cette période, c'est ne pas parler de la Covid-19 puisque les jeunes sont censés être moins vulnérables au virus. Eux-mêmes d'ailleurs, dans leur comportement, semblent donner l'impression de vivre malgré l'épidémie, de vivre à côté de l'épidémie, de vivre parfois en ignorant l'épidémie. Mais non seulement on sait que c'est inexact, on sait qu'ils sont impactés, non seulement directement par le virus, mais aussi par toutes les conditions économiques et sociales qui découlent de la crise dans laquelle nous sommes plongés. Mais en plus, le reconfinement, la perte du lien social quand on ne va plus à l'école, la nouvelle manière de vivre une cellule familiale confinée, les angoisses sur le futur, tout cela, ça concerne directement le moral des jeunes, l'état d'esprit des jeunes, donc leur santé mentale. Et donc ça interpelle profondément le sujet de notre rencontre de la prévention santé. En effet, nous pouvons tous nous demander si nous ne sommes pas en train de préparer une grande aggravation de ce phénomène qu'est le suicide des jeunes, puisque les temps actuels et les temps à venir ne sont pas roses pour les jeunes. Qu'il est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'est Emmanuel Macron qui le disait il y a quelques semaines en annonçant le reconfinement. Donc nous sommes bien au cœur de l'actualité en traitant ce sujet. Et puis, la prévention, si elle ne s'adresse pas aux plus jeunes, la prévention finalement passerait à côté d'une de ses missions prioritaires. Alors nous allons en débattre toute la matinée à l'occasion de deux webinaires, comme l'on dit. Un premier webinaire consacré pendant 1 heure à décrire l'état des lieux. Où en est-on de ce fléau, le suicide des jeunes? Où en est-on de la connaissance de ce fléau et des mesures qui sont déjà mises en place pour lutter contre lui? Et puis dans un deuxième temps, on verra peut-être les pratiques les plus innovantes, les pistes d'espoir, les lignes de recherche, peut-être également les moments d'incompréhension qu'il y a dans la société et entre les professionnels qui empêchent cette prévention d'être totalement performante. Le but de cette matinée, c'est d'y voir plus clair, mais beaucoup d'entre vous ont déjà sans doute une idée de la question, c'est surtout d'y voir plus juste pour savoir dans quelle direction unir les efforts pour avoir des résultats très efficaces. Nous allons commencer cette matinée avec donc un état des lieux appuyé sur une grande étude qui a été réalisée par JAM, dont Monel Barthélémy vous présentera d'ici quelques minutes les résultats. Mais nous allons avoir également une discussion ensuite avec ceux qui sont au plus près de ce drame, ceux qui voient les jeunes confrontés à cette tragédie. Alors je vais demander peut-être à nos intervenants de se présenter très rapidement, en commençant par Monel, qui va nous dire tout à l'heure les résultats, mais qui va nous dire peut-être qui elle est et ce qu'est JAM. Bonjour, enchantée, je m'appelle Monel Barthélémy, je suis directrice des opérations chez JAM. Et JAM, c'est un chatbot sur Facebook Messenger qui s'adresse à une communauté de 600 000 jeunes. Et la façon dont on interagit avec cette communauté est vraiment très intimiste puisqu'on est dans une application de messagerie instantanée. Et c'est ça qui nous permet aussi d'aller vraiment rentrer en conversation avec eux et peut-être aussi de parler d'une façon beaucoup plus proche pour notamment aborder ces sujets qui sont difficiles comme le suicide. Merci Monel et à tout de suite. Dorothée de Trégomin, qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Bonjour, je suis ici en qualité de vice-présidente de l'association SOS Amitié Île-de-France. SOS Amitié, c'est une association qui existe depuis 60 ans, qui permet une écoute par téléphone, chat et mail, et qui repose sur le principe d'anonymat et de confidentialité. Le téléphone, c'est 24 heures sur 24 et le chat, c'est de 13 heures à 3 heures du matin qu'on a mis en place en 2012 spécialement pour les adolescents.
Vous avez été des pionniers dans votre organisation, des pionniers finalement de la distanciation et de l'aide à distance, comme quoi on peut être précieux sans être forcément présent en direct. Sofiane Berwiguet, à vous, qui êtes-vous et qu'allez-vous nous dire ? Donc, Sofiane Berwiguet, je suis psychiatre au CHU de Brest. Je voulais d'abord remercier la Fondation Ramsay pour cette proposition. Très intéressé, alors avant de dire qui je suis, très intéressé d'abord par les résultats de l'étude JAM et puis la possibilité aussi de discuter avec les collègues de SOS Amitié, parce que c'est vrai que disons que les services sanitaires ont relativement peu de contact direct avec ce type d'initiative et je suis heureux de pouvoir discuter aussi la manière dont peut-être à l'avenir on pourrait collaborer. Donc moi je suis psychiatre au CHU de Brest. Le Brest c'est tout au bout de la Bretagne. Et la Bretagne est une des deux régions avec les Hauts-de-France les plus touchées par le phénomène suicidaire. Donc il y a un certain nombre de programmes depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années qui se mettent en place soit sur un volet recherche, soit sur un volet de soins. J'en coordonne quelques-uns. Et je suis inscrit notamment dans un projet qui s'appelle le projet Vigilance, qui est un dispositif de recontact des patients qui ont fait une tentative de suicide, donc adultes, mais à la fois mineurs. Donc ça couvre la population dont on parle aujourd'hui et je serais très heureux de vous donner quelques résultats concernant ces initiatives. Eh bien, on est déjà impatients. Nous serons rejoints aussi en cours de webinaire par une autre psychiatre, Marie Tournier, qui elle est à Bordeaux, et puis par Marcel Ruffo, qu'on ne présente pas, pédopsychiatre, et qui est donc très à même de nous éclairer sur les mécanismes qui peuvent, hélas, mener un jeune à penser au suicide ou à passer à l'acte. Et puis alors, ce webinaire, c'est pas seulement nos invités, c'est pas seulement l'étude, c'est pas seulement les chiffres, c'est vous avec vos interrogations, vous avec vos questions. Alors sur votre écran, sur l'interface, comme on dit, vous voyez apparaître à droite une zone de saisie où vous pouvez mettre votre nom et rédiger une question. Alors n'hésitez pas, on a déjà des questions qui sont arrivées, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure des présentations de l'étude et des réactions de nos intervenants. Alors merci beaucoup encore une fois à vous toutes et à vous tous d'être là pour ce rendez-vous de la Fondation Ramsay Santé. On ne comprend bien un phénomène qu'en le connaissant dans ses réalités chiffrées, mais aussi dans la vision qu'ont les jeunes eux-mêmes d'un phénomène qui les touche. C'est pour ça que je vais passer la parole plus longuement maintenant à Monel Barthélémy de JAM pour qu'elle nous présente les détails de l'étude qui a été réalisée avant la tenue de ces rencontres. Monel, à vous. Merci. Alors c'est vrai qu'avant de rentrer dans les détails des enseignements de l'étude, ce qui nous a frappé, c'est l'engagement qu'on a perçu de ces jeunes qu'on a interrogés. On a reçu plus de 5000 témoignages en tout. Et ça illustre bien aussi à quel point ça touche en fait toute une génération. Et en effet, un des premiers chiffres qu'on a trouvé, c'est que 44% des gens sont touchés de près ou de loin parce qu'ils connaissent un proche, une personne de leur famille, une connaissance qui a été touchée par ce sujet. Alors, j'ai quelques slides à vous présenter. On va les voir s'afficher. Voilà. Si tout va bien. Mais pour rentrer, avant de rentrer dans les 5 enseignements, l'étude elle a été réalisée donc sur 5000 témoignages. On a redressé les échantillons sur un échantillon de 1000 répondants pour avoir quelque chose de statistique selon les quotas de l'INSEE. Le premier enseignement, c'est en fait une présence très très forte du harcèlement, du sujet du harcèlement dans les causes de cet état mental, de cette santé mentale des jeunes. Le harcèlement et notamment le harcèlement scolaire, c'est la raison numéro 1 des pensées suicidaires des moins de 25 ans aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et en dessous, on a les réseaux sociaux. Alors, à 16%. les deux peuvent se cumuler d'ailleurs, parce que quand on entend harcèlement plus réseaux sociaux, on a l'impression qu'on parle parfois de la même chose. Exactement. On a la cruauté qu'on peut retrouver dans les comportements des gens à l'école, dans un système scolaire, parce qu'ils sont mis de côté en classe, où on ne leur adresse pas la parole, où on les moque. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux prennent de l'ampleur et ce n'est pas étonnant que pour 16% des jeunes, ce soit la raison numéro 1. C'est qu'aujourd'hui, ce harcèlement, il est amplifié aussi par cet anonymat qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et qui peuvent vraiment avoir un impact significatif sur l'état mental des jeunes. Alors, il y a une contradiction, c'est que les réseaux sociaux sont omniprésents et pourtant la solitude est montrée elle aussi comme un facteur important de pensée suicidaire. On est dans un monde hyper connecté et on est dans un monde hyper solitaire. Est-ce que là, il n'y a pas un paradoxe ?
On peut penser qu'il y a un paradoxe, mais en fait, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une facette de soi. Et au fond, on est seul face à ces problèmes, face à l'image qu'on renvoie de soi, et on n'a pas forcément une idée de à qui en parler. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui ressort de cette étude, c'est que les jeunes parlent du harcèlement scolaire comme cause numéro 1, parce qu'ils n'ont pas de moyens aujourd'hui de s'en sortir. Ils ont une énorme frustration de ce qui a été mis en place pour lutter contre le harcèlement scolaire. Pour eux, c'est pas suffisant. Ils n'ont pas d'oreille attentive pour écouter les moqueries auxquelles ils font face. Beaucoup se disent, voilà, on a juste l'impression que je suis fragile ou que je suis une personne sensible. Et les adultes ne comprennent pas réellement ce que je ressens. Et puis, ils pointent du doigt peut-être une mauvaise formation des enseignants, des personnes qui dirigent des établissements scolaires. Et ils trouvent qu'aujourd'hui, les réponses ne sont pas forcément adaptées. On en a fini en tout cas avec l'âge romantique qui a porté par la littérature le chagrin d'amour comme le grand facteur de désespoir, en faisant presque quelque chose de magnifique, de sublime et de tragique à la fois. On voit bien qu'on est totalement maintenant dans une période post-romantique. Ces jeunes vivent dans un monde dur, un monde minéral, sauvage. Exactement, et c'est pas seulement dans le niveau scolaire, c'est pas seulement la cruauté qu'on peut voir de l'entre-soi, des jeunes les uns par rapport aux autres, c'est en fait tout un système qui met la pression. Et ça, c'est plus que le harcèlement, c'est vraiment, ils se sentent coincés dans un étau, un système où s'ils réussissent pas à l'école, en fait toute leur vie est foutue. On leur dit, en fait si tu n'as pas des bonnes notes, si tu n'as pas le bac, tu vas rater ta vie. Et ça c'est quelque chose, c'est une pression énorme sur leurs épaules. Ils ont l'impression d'être dans un cercle très très négatif et durable. Et vous le disiez en introduction, aujourd'hui la crise sanitaire vient apporter une couche supplémentaire à tout ça. Parce que du coup, non seulement ils ne réussissent pas à l'école, ils ont moins de chances d'avoir un emploi, et puis comme en ce moment les emplois sont de plus en plus rares, même pour les jeunes qui sont en train de terminer leurs études et qui voient bien l'état du marché de l'emploi, la pression est vraiment énorme. Et ils nous le disent beaucoup. Donc c'est pas seulement juste des pensées ou les autres, c'est aussi toute la société qu'ils trouvent oppressante. Et ce chiffre qui est vraiment qui nous a frappés, c'est que 2 jeunes sur 3 ont déjà pensé au suicide. Et quand on regarde dans le détail, 18% récemment. Donc on est dans quelque chose de réel, et c'est un état des lieux. L'étude a eu lieu au mois de septembre, donc on est vraiment aussi dans une urgence dont on parlait en introduction, importante de cette santé mentale des jeunes. Il y a un chiffre qui, sans donner de l'espoir, est un peu intéressant, c'est le fait qu'ils ne le disent pas. Je ne te dis pas 7%. Là, ça veut dire quand même que 93% acceptent de répondre à la question, c'est déjà bien. Oui, c'est vrai que la manière dont on les interroge, c'est complètement anonyme. Je pense qu'on se rejoint aussi dans les méthodologies de chat. Voilà, nous on est un chat. Jam ne juge personne. On pose les questions de façon très neutre, en recueillant ce qu'ils ont à nous dire, mais sans jamais juger. Et on donne toujours la possibilité aussi aux gens de ne pas se prononcer. Mais je ne sais pas si on peut dire que c'est un espoir, parce que c'est peut-être aussi des gens qui n'ont pas voulu se confier. Et ça vient aussi renforcer un autre chiffre qui sort de l'étude, qui est que 50% des jeunes, quand ça ne va pas, gardent pour eux. Ne vont pas aller se confier à une association, ne vont pas en parler à leur famille, à leurs amis, qui sont pourtant des piliers, en fait, des garde-fous quand ça ne va pas, et gardent pour eux leur mal-être et la pression qu'ils ont sur les épaules. Et justement, en fait, cette solitude dont on parlait et le fait de garder pour soi, il est renforcé à ce qu'on appelle la sortie du nid. C'est un moment clé qui peut intervenir très tôt si les élèves quittent leurs parents à la sortie du bac pour aller dans une nouvelle ville étudier, ou un peu plus tard si cette sortie du nid se fait au moment où on commence à avoir un travail. Mais en tout cas, le moment où on quitte ses proches, on quitte ses habitudes rassurantes, on quitte son cercle d'amis pour aller étudier dans une autre ville, et qu'on se retrouve face à la gestion du quotidien qui peut nous paraître anodine parce qu'on est rentré dedans et que pour nous ça nous paraît naturel, mais laver son linge par exemple, pour une grande partie des jeunes c'est compliqué, soit parce qu'ils n'ont pas de machine à laver, soit parce que tout d'un coup ça devient, en tout cas c'est une nouvelle tâche. Faire ses courses, tenir un budget, parfois assez serré aussi parce qu'on
On parle d'étudiants qui n'ont pas de revenus, qui sont parfois boursiers et qui doivent allier un petit job, leurs études. Voilà. Et même gérer un dégât des eaux, ça peut être quelque chose d'énorme. Et on ne se rend pas compte à quel point dans la vie, ça peut avoir un impact aussi de se sentir dépassé par les événements. Et combien de personnes, et pourtant ça c'est complètement anecdotique, disent moi, quand je m'enferme dehors sans mes clés ou que j'ai un dégât des eaux, j'appelle mon père, je sais qu'il ne va pas pouvoir régler mon problème parce qu'il est à 300 km d'ici, mais d'avoir sa voix, sa présence rassurante, déjà ça me permet de savoir ce que je vais dire, ce que je vais faire. Et ça, malheureusement, tout le monde n'a pas cette possibilité-là d'avoir une oreille attentive. Et beaucoup se disent seuls aussi face à leurs problèmes à ce moment à risque. Et 13% des jeunes, au total, disent qu'apprendre à vivre seul, c'est vraiment un parcours plein d'épreuves. Quatrième enseignement de cette étude, c'est la levée des tabous. Alors elle est positive et je pense qu'on en reparlera aussi avec les autres intervenants. C'est qu'aujourd'hui, on est face à une génération qui n'a pas peur d'en parler. En tout cas, pas forcément quand ça va vraiment mal. Là, forcément, on a un souci et les gens gardent pour eux. Mais en tout cas, qui n'est plus forcément complexée par le fait de dire qu'elle a des problèmes, que ses humeurs sautent, qu'elle a du mal à gérer son émotion. Et là, sur cette slide, vous voyez 3 portraits. Tout à gauche, c'est Pomme. C'est une chanteuse qui parle de santé mentale dans ses chansons. Au milieu, vous avez une jeune fille de 22 ans dont le nom sur YouTube est Léna Situation, qui vient de sortir un livre. Sa rentrée littéraire a été énorme. Elle a vendu en une semaine 22 500 exemplaires de son livre qui s'appelle Toujours plus. À titre de comparaison, c'est 5000 exemplaires de plus que Emmanuel Carrère qui vient de sortir Yoga. Donc c'est complètement impressionnant et en fait c'est un livre de développement personnel, de cette capacité à voir la vie de façon positive et on sent qu'il y a un vrai engouement, un vrai besoin des jeunes aussi de maîtriser leurs émotions, de voir la vie en positif et que ça s'apprend parce qu'ils ont le sentiment de ne pas forcément avoir les clés aujourd'hui pour le faire eux-mêmes. Et la troisième personne, c'est une star américaine, donc c'est pas du tout un sujet français, je pense que c'est complètement international comme sujet. Elle s'appelle Selena Gomez et elle a fait un live sur Instagram pendant le premier confinement pour aussi dire qu'elle aussi, elle avait des sautes d'humeur, qu'elle était bipolaire, qu'elle était suivie par un psychologue et par tout un système de santé et que c'était important aussi de le dire haut et fort et que ce suivi psychiatrique, ce suivi psychologique, c'était pas forcément quelque chose qu'il fallait cacher mais qu'il fallait embrasser et accepter. Et c'est pour ça que dans les résultats de notre étude, on était surpris de voir à quel point les jeunes, dans les axes d'amélioration, dans les choses qu'ils voyaient pour le futur, disaient il faut faire plus de développement personnel, il faut apprendre à maîtriser ses émotions, à parler de soi, à s'accepter aussi, parce qu'une grande partie du mal-être, ça peut être par rapport à son corps, par rapport à son orientation sexuelle. Et puis, surtout, aller voir des psychiatres, être suivi par un psychologue. Très bien. Et peut-être de façon gratuite parce que ça coûte cher. Voilà. Exactement. Bon, on voit déjà qu'il y a des pistes. On termine ? On termine avec le dernier axe. Et là, je pense que c'est un sujet qui va lancer la suite des discussions. C'est en fait l'inadéquation qu'on a trouvée entre les solutions existantes et la perception qu'en ont les jeunes. Parce qu'elles sont là, ces solutions. On a plus de 40 associations qui œuvrent sur le terrain pour lutter contre le suicide, pour faire de la prévention. Et quand on interroge les jeunes sur leurs connaissances, il n'y a que 20% des gens qui nous disent qu'ils connaissent des associations. Et même sur ceux qui ont des pensées suicidaires, quand on identifie ce petit échantillon-là, on pourrait penser que le chiffre est plus gros, mais en fait, il n'y a que 23% des jeunes qui ont des pensées suicidaires qui connaissent des assos. Donc même quand ils ont des pensées, ils ne vont pas forcément chercher, ou en tout cas, ils ne trouvent pas l'oreille attentive ou la structure associative qui pourrait les aider. Donc je pense qu'il y a des choses à réfléchir pour aider aussi ce tissu associatif à accéder à ces jeunes et faire son travail. Merci beaucoup Monel. Donc pour résumer, la situation est grave, les jeunes en ont conscience, ils en parlent, certaines de leurs égéries en ont fait un étendard, donc ça c'est plutôt la porte qui s'ouvre, mais
Les solutions pour l'instant ne sont pas là, ne sont pas convaincantes, ne sont pas assez accessibles. Donc ça va poser les lignes de notre débat. Je salue Marie Tournier et Marcel Ruffo qui nous ont rejoints. Avant de commencer le tour de table des intervenants, on va écouter les jeunes. Comment en parlent-ils? Que disent-ils dans leurs mots de cette tragédie, de cette situation? C'est une petite vidéo qui a été tournée à partir de ces témoignages. Voilà, beaucoup de demandes, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de scepticisme dans les mots de ces jeunes par rapport aux dispositifs qui sont en place. Marcel Ruffo, bienvenue et bonjour. Je vais commencer avec vous, parce que quand on a préparé l'émission, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez dit, attention, l'idée suicidaire, la pensée du suicide, ce n'est pas la même chose que le risque suicidaire. Il faut déconnecter les deux. Est-ce que c'est une manière de se rassurer à bon compte ? Si vous voulez, effectivement, c'est extrêmement banal, malgré tout, d'avoir des idées suicidaires chez les jeunes gens, puisque 30% des adolescents ont des idées suicidaires. Ça fait partie du doute de cette période, et donc avoir des idées suicidaires, ça ne veut pas dire je vais passer à l'acte sur un mode suicidaire. Je me souviens d'une vieille réunion il y a longtemps, alors que Bernard Kouchner était ministre de la Santé, où il avait réuni un certain nombre d'experts pour parler justement de prévention du suicide. Alors ça étonnait comme formule, et pourtant il avait désigné par région des gens qui assumaient des réunions, des rencontres, débats, etc. Et ça avait diminué significativement le taux suicidaire, puisque on était passé de 1500 par an à 750, ne serait-ce par ces démarches d'animation, de débat, de discussion. Et donc, attention aux pensées suicidaires par rapport au passage à l'acte. Et la question que je me pose, quel que soit l'intérêt majeur, évident, remarquable des associations qui sont avec nous ce matin, c'est comment faire pour comprendre la différence entre une idée suicidaire, somme toute banale, et qui demande de contact. Et là, c'est le médicament générique, c'est la discussion, je suis tout à fait d'accord, la discussion téléphonique, etc. Et puis après, le passage à l'acte suicidaire qui fait que parfois, il faut articuler avec les systèmes de soins et hospitaliser, même pour rien, d'autant qu'on a vu dans le témoignage que la rencontre avec les pédopsychiatres est pas vécue comme agressive pour l'ensemble des adolescents, du fait que les parents, depuis longtemps maintenant, consultent des pédopsychiatres, ce qui est une grande différence entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte d'ailleurs. Alors, quels sont les signes que vous surveillez? Qu'est-ce qu'il faut surveiller comme signe chez un adolescent si la seule expression d'une idée suicidaire n'est pas une alarme rouge vif? Est-ce qu'il y a d'autres signes sur lesquels il faut s'inquiéter beaucoup plus? Je crois que s'il y a un scénario mis en place, voilà le mode que je vais utiliser pour me suicider, ça, à mon avis, ça nécessite une hospitalisation. Vous voyez, même pour rien, j'insiste, il vaut mieux prévenir que dire j'aurais dû, quoi. Et donc si vraiment le scénario est très précis,
s'il a pensé à, je sais pas, une pendaison, une arme à feu qu'il a retrouvée chez lui, des médicaments, se précipiter par la fenêtre, etc. Si le thème, le mode suicidaire apparaît, c'est une urgence, ce n'est plus une discussion de soutien pour des idées suicidaires. Et dans ce cas-là, il ne faut pas avoir peur du recours médical. Alors non, avec la difficulté de... Il y a beaucoup de garçons et de filles dans le reportage qui disaient la gratuité, mais les soins sont gratuits. Les CMP ou les CMPP, c'est gratuit, sauf que le délai pour aller consulter est terrible. 6 mois, 8 mois, ça dépend des endroits. Et donc vraiment, il faut faire attention à... Il faudrait peut-être, en balayant devant notre porte, que les structures de soins réservent 15% de leurs moyens aux urgences de ce type, quoi. Et non pas uniquement aux prises en charge, quels que soient les besoins des prises en charge, qui embouteillent comme ça la possibilité de réponse immédiate. Quand on a mal dans le thorax, on voit un cardiologue, il dit pas je vous verrai dans 6 mois. Il dit venez voir et on fait un électrocardiogramme ou un examen. Et là c'est pareil, je vais mal, je dois discuter éventuellement pour être hospitalisé s'il le faut. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore intégré cette culture de l'urgence d'intervention quand il y a des signes manifestes de volonté de passage à l'acte. Non, notamment les pédopsychiatres n'ont pas la culture de l'urgence et c'est une difficulté, je trouve. C'est quelque chose où il faudrait vraiment que les pédopsychiatres fonctionnent en urgence avec des moyens adaptés, bien sûr, mais l'urgence. Et peut-être que la pandémie a été intéressante sur le plan de la téléconsultation, du fait que peut-être un système d'urgence pourrait être mis en place par téléconsultation, ou donc pour avoir un contact immédiat avec un pédopsychiatre plutôt que le rendez-vous, la distance, le rendez-vous au cabinet ou dans la structure, enfin, tout un fatras administratif qui fait que la demande est complètement noyée par l'administration et le processus de rencontre, quoi. Il y a le processus de rencontre et la rencontre effective. Donc peut-être que la vidéo, la téléconsultation est peut-être un moyen assez extraordinaire et rapide d'améliorer tout ça. Et ben voilà une première innovation possible, oui, la téléconsultation d'urgence à distance. Dorothée de Trégomin, vous pratiquez depuis longtemps avec SOS Amitié cette intervention de premier secours, si j'ose dire, par un contact téléphonique ou en tout cas distancié. Est-ce que vous avez vu sur le sujet du suicide des jeunes des évolutions notables depuis quelques années? Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui appellent? Est-ce qu'ils en parlent différemment? Est-ce que ce sont des jeunes dont la sociologie bouge? Le nombre de jeunes qui utilisent le chat en particulier augmente progressivement et constamment. C'est-à-dire que maintenant, on est à peu près 35% des utilisateurs de chat qui ont moins de 25 ans. Et parmi le thème suicidaire concerne à peu près 46% des échanges. Donc effectivement, les idées suicidaires sont un thème important. Et comme disait l'étude de Jam, effectivement, on a aussi le thème du harcèlement, on a aussi le thème de la pression des études. Donc ça, on a cette cohérence-là. Et quand ils se connectent, c'est pour une parole assez cash, dans l'urgence. Et notre rôle, c'est souvent, parce que je me suis fait aider de témoignages d'autres écoutantes chatteuses pour avoir un panel plus grand d'expérience, ils ont du mal à dire, donc ils n'ont pas de recul sur ce qui les traverse, ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Ils n'ont pas spontanément une réflexion, et donc c'est ça que font les écoutantes et les écoutants, c'est les aider à dire, les aider à élaborer, pour que leur ressenti soit moins en pression et qu'ils utilisent ou le passage à l'acte ou la scarification pour faire baisser cette pression. Mais comme c'est anonyme, les appels à SOS Amitié, vous n'avez pas, vous, le moyen de déclencher une chaîne qui va jusqu'à l'hospitalisation d'urgence. Vous ne pouvez pas prévenir en donnant l'adresse de celui ou celle qui a appelé pour qu'il y ait une intervention. Il y a un cas exceptionnel qui est celui qui effectivement est en train de passer à l'acte. Et dans ces cas-là, on a un protocole particulier, mais qui ne peut se mettre en route que si la personne elle-même accepte de nous donner ses coordonnées pour qu'on fasse intervenir les pompiers. De toute façon, on n'a pas la main, notre appel, il est unique. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement. Donc c'est la limite de notre intervention. Mais nous, on est effectivement au moment de l'urgence. La plupart du temps, on arrive à désamorcer l'angoisse par la parole, en étant là, en étant contenant, en ne jugeant pas,
en acceptant inconditionnellement la parole de l'autre. En revanche, quand il y a un passage à l'acte très grave en cours, on est quand même, enfin notre intervention est conditionnée par le fait que la personne accepte ou non de nous donner ses coordonnées. Bien sûr. Parmi tous ces jeunes qui appellent, autant de garçons que de filles? Oui, la proportion est équivalente. Mais il y a plus d'idées suicidaires chez la fille, de souvenir, il y a plus d'idées suicidaires chez les filles que chez les garçons. Les garçons passent plus à l'acte et les filles ont plus d'idées suicidaires. Merci beaucoup Dorothée. Sofiane, vous qui êtes du côté médical, quand vous voyez arriver les jeunes, est-ce que vous vous dites pas c'est trop tard, on me fait intervenir, on m'apporte un cas à traiter, il est déjà trop tard? Je crois que vous n'avez pas connecté votre micro, Sofiane. Moi, je ne vous entends pas. Voilà, voilà, là, on s'entend très bien. Il est possible que le prisme par lequel les hospitaliers, en particulier les hospitaliers qui travaillent aux urgences, voient le phénomène suicidaire soit un peu biaisé ou en tout cas concentré sur la symptomatologie la plus grave, comme le disait le professeur Marcel Ruffo, quand les patients arrivent en hospitalisation aux portes des urgences, les alternatives sont très liées à l'évaluation qu'on en fait, c'est-à-dire à l'intensité des idées de suicide et à l'élaboration d'un moyen qui est clairement exprimé. Donc, ils peuvent parler de pendaison, etc., de gestes déjà clairement définis. Donc peut-être que pour les hospitaliers, il y a un prisme qui est celui d'urgence et qui est celui d'un très haut niveau de gravité et d'alerte. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir émerger dans le paysage de la prévention d'autres approches qui se basent notamment sur les communautés, dont il a été question en tout début de cette émission, qui se basent également sur le numérique. Alors, communauté et numérique, ce sont deux notions avec lesquelles les services hospitaliers, je pense, ont encore un peu de mal à travailler, puisque si on s'intéresse simplement au travail que fait SOS Amitié, il y a actuellement relativement peu de ponts entre ces initiatives qui sont déjà anciennes et ce que peut fournir le système de soins public ou privé pour ces jeunes patients, pour ces jeunes usagers. Donc effectivement le fait de voir arriver comme ça des projets qui s'appuient soit sur les nouvelles technologies, soit sur les réseaux, soit sur des systèmes de chat, qui par ailleurs sont des systèmes qui pour l'instant sont relativement satellitaires de ce que les services de soins peuvent proposer en termes d'intervention, c'est-à-dire que à ma connaissance, il y a assez peu de systèmes qui actuellement permettent de relayer d'une manière relativement fluide vers les centres de consultation ou vers les centres d'urgence pour les sujets les plus graves. Et ça fait partie, je pense, des grandes réformes qu'il y aurait à mener les prochaines années, en particulier parce que donc le professeur Marcel Ruffo disait il faut commencer par balayer devant sa porte. Si les pédopsychiatres, comme il le disait, parce que moi je suis pas pédopsychiatre, mais on fonctionne, on travaille très bien avec eux, et c'est vrai qu'ils reconnaissent une difficulté de l'accès à l'urgence. Du côté psychiatrie adulte, il y a un gros travail à faire sur les conditions d'admission en hospitalisation. J'imagine que les jeunes, mais dans la population générale, les gens ont encore l'image des services d'hospitalisation presque asilaires. Pour ce qui est de la prise en charge des sujets à risque suicidaire, il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits, notamment sur la tranche des 15-20. Ah, on a perdu la connexion. Je ne sais pas si... Oui, voilà. Cette population-là, pour cette population-là, il arrive parfois que les hospitalisations se fassent dans des conditions qui sont très difficiles, pour pas dire délétères, et qui peuvent compromettre ce qui aurait pu être mis en place secondairement, c'est-à-dire un suivi serein une fois passée la crise. Donc, si je résume, en discutant avec des collègues qui sont dans le registre de la prévention grand public, disons hospitalière, il y a un certain nombre de craintes ou de réticences à voir arriver des choses qui sont totalement satellitaires des systèmes de soins classiques. Néanmoins, je crois qu'il faut considérer que c'est une opportunité pour nous de remettre en cause un certain nombre de nos pratiques et peut-être d'intégrer des systèmes d'accès basés sur le numérique, basés sur les communautés,
qui permettrait de repérer dans une population très large des jeunes qui présenteraient des idées de suicide et vers lesquels on pourrait proposer des soins qui soient gratuits, comme il a été mentionné, ou des soins dans des conditions d'hospitalisation qui sont tout à fait acceptables. Alors vous, travaillez-vous sur un système d'alerte par message. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça s'adresse à tous les jeunes, uniquement ceux qui ont fait une tentative de suicide et qu'on veut suivre pour éviter une récidive? Alors nous, on a essayé de combiner les deux approches dont j'ai parlé, c'est-à-dire un déploiement d'un projet de prévention de soins courants qui est poussé par le ministère, et puis un certain nombre d'initiatives de recherche. Alors le projet qui est poussé par le ministère, c'est le projet Vigilance, qui s'adresse aux jeunes, mais pas seulement, et dont l'idée est de s'appuyer sur des moyens de recontact informels, donc téléphoniques et postaux, pour des patients qui ont fait un geste suicidaire. L'idée générale de ce dispositif, c'est de dire on a des difficultés à repérer les patients les plus à risque. On sait qu'un antécédent de passage à l'acte suicidaire est un facteur de risque majeur épidémiologiquement. Disons, on sait que ce sont des patients qui vont être à risque très longtemps de mort par suicide ou de récidive suicidaire. Et donc, on se connecte à tous les services d'urgence d'une région pour leur proposer de donner cette information aux patients, selon laquelle il y a un dispositif de recontact. Donc c'est une station d'appel qui est basée au SAMU. Et par ailleurs, on indique aux patients qu'on va le rappeler pendant une période de 6 mois au minimum, de manière à faire le point sur ce qui a été mis en place. Donc ça peut concerner le suivi, l'hospitalisation, etc. Ce système-là, je l'ai dit, c'est téléphone et voie postale. Donc ça s'appuie sur des travaux relativement anciens qui remontent aux années 70. Et on voit bien qu'il y a un hiatus important entre l'offre de médias informels, c'est-à-dire là on ne parle pas de téléconsultation, hein, ce sont simplement des mises en lien avec des infirmiers, ce sont des infirmiers qui font ces appels, et ce qui existe, et les technologies auxquelles on a accès à titre privé, qui pourraient s'appuyer sur les smartphones, les SMS, les objets connectés, etc. Donc nous, ce qu'on essaye sur un volet recherche, c'est d'intégrer justement progressivement ces outils-là. Le plus simple, c'est le SMS, en particulier parce que dans un certain nombre de régions en France, l'accès au smartphone dans certaines populations au smartphone de haut niveau pourrait compromettre, si on s'appuyait uniquement sur une appli dernier cri, l'accès aux soins. Donc le SMS est encore un moyen multimodal de rester connecté et à la fois de véhiculer des informations qui pourraient, par exemple, se relayer sur une application plus complexe par la suite. Les résultats qu'on observe, c'est qu'il y a une très forte appétence de la population des patients qui ont fait un geste suicidaire à rester en contact avec des moyens informels. Je parlais de déstigmatisation tout à l'heure. Je pense que le numérique peut contribuer à ça. Néanmoins, on a encore deux difficultés. C'est de connecter ce type d'outils au système de soins. Donc, le système d'information hospitalier, c'est une immense cathédrale ou plutôt un millefeuille avec beaucoup de couches. Et donc, c'est très difficile de faire arriver, par exemple, une information d'alerte qui serait émise par un patient qui a des idées de suicide très intenses, à l'intervenant de soins qui serait en mesure de répondre avec une forme d'intervention graduée, qui irait par exemple d'un déploiement de SAMU à simplement ce que décrivait notre collègue de SOS Amitié, une écoute active qui serait de nature à rassurer le patient. Donc, encore une fois, la difficulté, c'est actuellement de connecter des systèmes technologiques très évolués pour lesquels il y a une appétence forte et une grande capacité d'usage dans la population générale et chez les jeunes en particulier, à la mécanique des soins, un système, à l'action médicale qui permettrait d'être actif auprès des patients les plus à risque et leur proposer des soins efficaces. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va descendre l'Atlantique de Brest à Bordeaux. Marie Tournier, vous aussi, vous qui travaillez sur la mise au point de technologies pour faire baisser la pensée suicidaire chez les jeunes, garder le contact pour faire baisser cette pression suicidaire, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'a dit Sofiane? Quelles sont les spécificités de ce que vous mettez en place? Oui, tout à fait. Nous également, on s'est un peu posé les mêmes questions. Hein. C'est-à-dire que on a voulu répondre à la demande des étudiants et en particulier en ce qui concerne les obstacles qu'ils citent pour leur accès à des soins de santé mentale. Et ces obstacles, c'est
des choses dont on a déjà parlé ce matin, hein, ce sont les coûts, mais c'est aussi le temps, c'est la flexibilité, c'est l'anonymat, la confidentialité. Et c'est vrai que nous avons souhaité, comme Sofiane l'a dit, utiliser également des nouvelles technologies. Alors on a fait un peu le choix des mêmes, hein, ce sont des vidéos en ligne et des SMS pour construire des programmes d'intervention dont l'objectif est de prévenir le risque suicidaire chez les étudiants. Parce que les étudiants sont, comme on l'a vu, particulièrement vulnérables vis-à-vis du risque suicidaire. Et c'est peut-être encore plus le cas en ce moment dans la situation qu'ils traversent de confinement et d'incertitude concernant leur avenir, leurs études et ce qu'ils vont devenir. Donc à Bordeaux, on s'intéresse beaucoup à la santé mentale des étudiants, notamment à travers la cohorte iShare, et nous avons construit notre intervention de manière adossée à la cohorte iShare qui suit environ 20 000 étudiants chaque année et qui les interroge sur leur état de santé mentale. Donc nous avons construit des interventions qui ciblent le stress, parce que le stress peut conduire aux conduites suicidaires, aux idées et aux conduites suicidaires. Ces interventions, elles visent à réduire le stress à travers deux modalités. Un programme de gestion du stress directement par des principes de thérapie cognitive et comportementale et un programme de promotion de la santé, d'éducation à la santé, parce qu'on sait que les étudiants ont une assez mauvaise hygiène de vie et que cela a un fort impact sur leur niveau de stress. Le principe, c'est que les interventions les plus efficaces sont celles qui permettent aux étudiants d'acquérir des compétences qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur vie quotidienne et qui comprennent en même temps une certaine supervision. Il faut qu'il y ait un contact et une communication avec eux. Donc chacun de ces programmes que nous avons construits comprend deux phases. Dans une première phase, ils vont visionner des vidéos en ligne sur Internet. Il y a une petite vingtaine de vidéos qui ont été construites pour chaque programme. Chacune fait 2-3 minutes. Et elles comprennent quelques messages clés, pas beaucoup, chacune. Et elles sont illustrées par des bandes dessinées animées qui permettent de faire des petites mises en situation et qui rendent les choses un peu plus pratiques. Et puis dans un deuxième temps, nous leur envoyons régulièrement des SMS à fréquence décroissante, au début plusieurs fois par jour, puis une fois par jour, puis après quelques fois par semaine, pendant environ 4 mois. Et ces SMS ont pour but de leur rappeler qu'il faut appliquer dans leur vie quotidienne les principes simples qu'ils ont appris au cours de la première phase et en visionnant les vidéos. Et puis, même si peut-être ils ne vont pas appliquer tout de suite, ça va quand même les aider à se rendre compte de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans leurs habitudes et de l'impact que ça va avoir sur leur santé mentale, leurs idées suicidaires, leur détresse. Vous avez un retour de leur part, de ce qui les a convaincus, de ce qui a fonctionné, de l'amélioration de leur état ? Oui, alors on a un retour parce qu'on a fait une première étude qui a été financée par l'INPES, qui était une étude de faisabilité, d'acceptabilité. Donc on avait inclus dans cette étude 100 étudiants, moitié pour chaque programme, 50-50. Le retour était assez bon. Ils nous ont quand même prodigué quelques conseils qui nous ont permis d'améliorer l'intervention, ils veulent des vidéos assez rapides. Enfin, on n'était pas tout à fait sur le bon tempo. On les a raccourcis, on les a fait plus rapides, on les a un peu dynamisés, on va dire. Et là, on est prêt maintenant avec des vidéos qui ont été adaptées. Et on va démarrer au mois de janvier un vrai essai thérapeutique pour essayer d'évaluer l'efficacité de ces deux programmes en les comparant à un programme neutre qu'on va appeler un placebo. Et ça va nous permettre de voir quel est réellement l'impact de chacun de ces programmes sur la survenue des idées suicidaires chez les étudiants, aussi sur la dépression, l'anxiété, les consommations de substances psychoactives. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé ce matin, mais c'est quand même énorme comme impact et comme fréquence chez les étudiants et c'est extrêmement délétère, souvent avec peu de prise de conscience de l'impact que ça a sur eux. C'est-à-dire ça nourrit leurs pensées suicidaires, ça les enfonce dans leurs pensées suicidaires ? Les consommations de substances ont un impact très fort, oui, sur l'état psychique.
à commencer par l'alcool. L'alcool, c'est une substance extrêmement consommée en population générale, mais qui, lorsqu'elle est consommée en trop grande quantité ou de manière trop régulière, peut entraîner une humeur dépressive et des idées suicidaires, tout à fait. Voilà, donc Merci. On va évaluer ça, et on va évaluer la qualité de vie aussi. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup à tous les quatre pour ce premier tour d'horizon de vos points forts, de vos demandes. On va passer directement à la suite, c'est-à-dire les questions que moi j'ai reçues sur la tablette et en essayant de les poser au bon intervenant. Mais si vous avez quelque chose à dire, vous signalez et je donnerai la parole à celui qui veut répondre à la question. Peut-être une question pour Sofiane, si vous avez la réponse, mais c'est une question un peu particulière. Un internaute me demande comment on fait par rapport à l'école, quels sont les liens entre la structure scolaire et les structures de suivi psychiatrique, et puis qu'est-ce que l'on fait quand il n'y a plus d'école, parce qu'il y a les vacances, ou bien parce qu'on est en distanciation ou en confinement? Alors, concernant l'école, je pense que c'est une réponse à laquelle pourra porter un complément de professeur Ruffo. Donc moi, j'interviens au niveau des urgences, et donc les urgences ont un fonctionnement qui est très hospitalo-centré, c'est-à-dire que les actions qui sont conduites, en général, soit orientent les patients vers les services d'hospitalisation, soit orientent vers des services de consultation qui sont annexes aux services hospitaliers. Donc, ça fait très à la remarque que je faisais sur la coordination avec les autres structures, y compris la scolarité. Il est très difficile pour nous, dans le contexte actuel, d'établir des liens qui seraient de nature à renforcer les mesures de prévention. Alors, ça concerne les écoles, ça concerne parfois les services sociaux, et il est vrai que à ce stade, en tout cas en ce qui concerne l'activité des urgences, la dimension d'hospitalocentrisme de notre action fait que nous avons relativement peu de liens avec les structures annexes, y compris de services publics. Il y a des obstacles à faire sauter. Marcel Ruffo, le lien école et univers de l'aide psychiatrique, est-ce qu'il y a des choses à faire, des cloisons à faire tomber? Il y a plusieurs notions. Il y a une vieille étude de Marie Choquet et de Suzanne Ledoux qui montrait il y a longtemps que le plus utile pour les adolescents, c'était justement les clubs de santé scolaire. Les infirmières, les assistantes sociales, les médecins scolaires, qui étaient en première ligne de la demande des collégiens et des lycéens lorsqu'ils allaient mal. Donc comment articuler ce lien entre les soins de santé scolaire, malgré la diminution des moyens à l'école, et donc les services de soins. Et là, je crois vraiment que, en tout cas, il y a des expériences qui se mettent en place d'équipes mobiles virtuelles, donc des équipes mobiles sur la toile, encore une fois, qui seraient directement en contact avec l'infirmière scolaire pour justement parler de manière préventive lorsqu'une jeune fille vient souvent à l'infirmerie parce qu'elle a mal au ventre, parce qu'elle a des malaises, parce qu'elle est triste, parce qu'elle pleure. Et là, tout de suite, le contact serait fait. Donc, une action précoce, immédiate, par le lien entre école et service de soins. En même temps, il y a une remarque, en entendant mes confrères et en entendant Dorothée de Trégomin, j'ai pensé à deux choses. J'ai pensé que le suicide réussi, terrible expérimentation, terrible notion, lorsqu'on fait des autopsies psychologiques, c'est à la deuxième ou troisième tentative. Donc c'est là où c'est d'abord ils y pensent, puis après ils passent à l'acte. Et donc c'est pour ça que le système de SMS, d'envoyer « je me préoccupe de toi, je suis attentif à toi » est essentiel. Je pense à toi de ce que tu m'as dit, etc. Puis il y a une deuxième notion qui apparaît dans ce que j'ai entendu de la discussion, c'est quand même qu'il y a un lien à mettre en place qui serait vraiment très remarquable entre la psychiatrie infantile et la psychiatrie d'adulte. Et c'est quoi? Ce sont les unités de jeunes adultes, quoi. Et les unités de jeunes adultes sont certainement une solution pour confronter nos pratiques et travailler ensemble de manière plus cohérente qu'actuellement. C'est-à-dire qu'il y a un chaînon manquant entre la pédopsychiatrie des petits et puis les adultes? Complètement. Il y a le fait que si la pédopsychiatrie est rigide, en disant je m'arrête à 18 ans, à 18 ans la prise en charge s'arrête, c'est complètement idiot. C'est-à-dire qu'il faut faire liaison avec nos collègues d'adultes pour travailler ensemble sur une prise en charge antérieure et une prise en charge qui continue. Et je donne un exemple très pratico-pratique. Dans une maison d'adolescents dans laquelle j'interviens, à Toulon,
on a décidé qu'on ne s'arrêtait pas à 18 ans, mais on allait jusqu'à 25. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les étudiants du campus viennent consulter spontanément à la maison des adolescents. Car c'est un soin gratuit et anonyme, et ils viennent spontanément eux consulter. Souvent aidés par une association auquel ils ont téléphoné, qui leur a dit peut-être que votre tension mérite d'être plus élaborée, de travailler encore tout ça. Donc ce lien, cette articulation entre l'association qui reçoit un coup de fil, c'est central. Et surtout, l'articulation des deux disciplines, c'est-à-dire qui sont communes, qui sont génériquement identiques, la pédopsychiatrie et la psychiatrie d'adolescents, qui fait lien entre la psychiatrie adulte, mérite peut-être des unités de jeunes adultes où ce serait moins stigmatisant de rentrer à l'hôpital avec par exemple des patients chroniques, avec une hétérogénéité des pathologies qui fait partie encore des craintes un peu illusoires que l'on a de la psychiatrie, quoi. Et donc unité de jeunes adultes, on voit l'intérêt avec peut-être cette articulation des deux disciplines, avec ce qu'a dit Sofiane qui est tout à fait juste, les deux types de pratiques, on voit les cas graves alors que heureusement, les cas les plus simples se résolvent sans nous, j'allais dire. Mais effectivement, comment prévenir, et je crois que le lien avec l'école est essentiel, mais il est difficile parfois. Il y a les vacances, il y a le fait que, par exemple, les infirmières scolaires viennent de refuser aussi de tester, par exemple, lors de la pandémie. Vous voyez, elles ont beaucoup de travail, on leur en demande en plus. Si en plus on leur dit, maintenant on va aussi... Mais je crois qu'elles seraient ravies de pouvoir ne pas garder l'anxiété d'une gosse qui vient souvent les voir à l'infirmerie et immédiatement avoir une téléconsultation avec un système de soins. Je crois que tout ça, c'est une articulation, vous voyez, entre la psychiatrie adulte et la psychiatrie infantile, avec les associations, avec le milieu scolaire, avec les familles aussi, parce que pour le moment, on n'a pas parlé des familles, et je crois qu'une vraie question moi, que ça me pose, c'est comment mettre dans la boucle les familles lorsque quelqu'un va mal. Alors, les étudiants, il y a le côté, il est majeur, mais comment faire avec les familles? Alors justement, Marcel Ruffo, j'ai une question, mais peut-être pour vous, Marie Tournier. Quelqu'un nous dit, est-ce qu'on sait parmi les jeunes qui font une tentative de suicide, combien de ces jeunes sont dans une famille monoparentale, ont perdu tout contact avec un des parents à la suite d'un divorce, d'une décision d'éloignement? Est-ce que ça, vous arrivez à le mesurer? Est-ce que dans les systèmes de SMS que vous avez comme contact, vous voyez cette notion de famille apparaître comme une carence ou un atout selon les situations? Alors non, j'ai pas. Moi, dans l'étude que je mène et dans mon intervention, on n'a pas cette donnée en dynamique, on va dire. Mais ce qu'on a pu voir nous dans la cohorte iShare, c'est qu'effectivement, l'environnement familial et parental a un impact assez fort sur la santé mentale des étudiants. Et effectivement, on voit que même un divorce parental qui s'est produit plusieurs années auparavant peut continuer à avoir un impact sur la santé mentale des étudiants. On voit quand même sur les idées suicidaires notamment un très fort impact des facteurs familiaux, des événements familiaux antérieurs. Dorothée, vous avez cela aussi parmi les appels. Vous voyez apparaître les traumatismes familiaux comme déclenchement d'une pensée suicidaire ou d'un acte suicidaire? Effectivement, de ce point de vue-là, mais ce que nous, on entend, c'est aussi des ados qui ne veulent pas inquiéter leurs parents de leurs idées suicidaires. Donc, quand on leur propose d'en parler à un adulte, alors que ce soit dans la sphère scolaire ou que ce soit la sphère familiale, ils disent non, mais je veux pas inquiéter mes parents. Ils ont déjà assez de soucis comme ça, donc je veux pas leur parler. Et il faut creuser, prendre le temps pour qu'ensuite, à un moment dans la conversation, ils évoquent « Ah, j'aime beaucoup ma prof de dessin, elle m'encourage. Ah, est-ce que ça ne pourrait pas être cet adulte-là, avec qui le lien est déjà tissé, de confiance, que la parole pourrait être libérée ?» Oui, très bien. Les ados sont très préoccupés de ménager leurs parents. Sofiane, une question, mais aussi peut-être pour Marie, c'est-à-dire les deux médecins en psychiatrie. Le dossier médical partagé peut-il être un outil pour faire sauter toutes ces barrières de connexion et d'information? Alors, excusez-moi, la connexion a été coupée juste au Une tout début question de la sur question, le dossier médical partagé. Est-ce que c'est un outil qui pourrait vous aider?
Alors le dossier médical partagé, alors j'espère qu'il n'y a pas d'administratif du ministère, mais le dossier, dossier médical partagé, c'est un outil qui est, on va dire, à la dérive, et notamment d'un point de vue technique, puisque l'accès y est très compliqué, les droits d'accès à ce dossier sont difficiles à obtenir. Finalement, c'est un format qui est assez peu approprié au contexte de soins, en particulier au contexte de soins d'urgence. Donc, plutôt que le dossier médical partagé dans son sens académique du terme, c'est-à-dire celui qui a été mis en place par différentes vagues de déploiement par le ministère, moi j'aurais pensé à des outils qui sont voisins de ceux qu'on a décrits au tout début, c'est-à-dire des choses qui ne soient pas forcément portées par une coordination de structures hospitalières, mais peut-être des outils qui auraient fait l'objet d'une évaluation par la voie de recherche, peut-être éventuellement émanant d'entreprises. On peut imaginer que des entreprises, comme ça se fait beaucoup dans le domaine de la recherche, participent à des projets académiques qui permettent de mettre en place des outils s'appuyant sur des technologies de haut niveau, puisque le haut niveau technologique, c'est pas un gage de soins et de réussite d'une thérapeutique par cette voie-là. C'est un gage d'accès, c'est-à-dire que si on propose un outil de prévention qui serait basé sur le Windows des années 90, on peut imaginer que notamment la population des jeunes n'y aurait pas accès. Donc il faut que ça soit sur la base d'un standard technologique qui soit connu et qui soit facile d'accès pour les jeunes, mais qui pose actuellement la difficulté d'une connexion au service de soins. Mais c'est une difficulté qui est loin d'être infranchissable. L'initiative du professeur Tournier le montre. Il y a plein d'initiatives qui montrent que c'est possible. Ça nécessite de la coordination entre les centres hospitaliers. Marcel Ruffo, est-ce qu'on a une idée de l'impact du premier confinement et de l'oppression actuelle depuis 10 mois maintenant avec ce Covid sur le comportement suicidaire des jeunes? Est-ce que ça a aggravé la situation? Alors, moi qui suis normalement optimiste, je crois que le confinement a attaqué de manière très forte les plus fragiles, j'en suis sûr, quoi. Et il y a une étude d'ailleurs menée en psychiatrie adulte qui montre l'augmentation possible, je crois que c'était 20% des risques suicidaires chez les populations les plus fragiles. Par exemple, chez les garçons et les filles en difficulté d'apprentissage, le premier confinement est terrifiant, quoi. Et heureusement que cette fois l'école a été maintenue, la scolarité a été maintenue, et c'est tout à fait essentiel pour éviter que des amputations cognitives ne se produisent du fait du confinement. Et justement, quand on doute de soi, quand on a l'impression d'échouer, quand on a l'impression qu'on n'a plus d'issue, c'est là où le suicide apparaît, quoi. Et d'ailleurs, il y a un lien très étroit en psychiatrie d'adolescents entre la consommation des produits, du hashish notamment, et du risque suicidaire, parce que c'est un sédatif évident, mais en même temps, ça laisse moins de possibilités et de réserves. Et il y a un autre risque, c'est aussi parfois la prescription des antidépresseurs, justement chez les sujets à risque, et qui est aussi un mode suicidaire et qui risque d'être extrêmement dangereux, mais comme le Doliprane, le fameux Doliprane dont on a parlé pendant toute la pandémie, c'est souvent chez les adolescents et les adolescentes, mais surtout les adolescentes, un mode suicidaire évident. Avec le fait que le suicide est sexué, quoi. C'est vrai que les modalités suicidaires expliquent ce qu'a dit tout à l'heure Dorothée de Trégomin sur la mortalité plus grande chez les garçons. Ils font moins de tentatives, mais ils réussissent, terme terrible, plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont pendaison et armes à feu, alors que les jeunes filles, c'est plutôt précipitation sous un véhicule et médicaments. On dirait qu'il y a une sexualisation des modes suicidaires qui explique la gravité très particulière chez les garçons. Et je crois vraiment que l'idée de ce lien, comme vous disiez aussi, que quelqu'un qui se préoccupe d'eux en dehors du lien familial, en dehors des familles, et que par certains aspects, c'est vrai, ils ne veulent pas affoler, ou alors aussi le suicide pour un adolescent et une adolescente, c'est aussi une rupture avec la famille. Et non seulement je ne veux pas t'inquiéter, mais en même temps, je ne veux plus être en contact avec toi. C'est quand même aussi le suicide chez l'adolescent, un abandon de la famille, aussi une notion aussi d'agressivité sur la famille survivante, sur les frères et sœurs, etc. Et donc je crois vraiment que
cette préoccupation, maintenir ce lien, même s'il est très tenu, me paraît essentiel. Et je crois que malheureusement, le confinement va augmenter le risque suicidaire chez les adolescents les plus en difficulté. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. On arrive à la fin de ce premier webinaire. Bon, on n'a pas dit tout ce qu'on devait dire, notamment sur toutes vos démarches, mais le contact est là et ceux qui voudront en savoir plus, bien sûr, pourront retrouver toutes vos expériences. Si je dois faire un bref résumé de ce moment, on a vu avec l'étude que la situation était grave, mais qu'il y avait un état de conscience et qu'il y avait de la part des jeunes une véritable demande d'aide structurée, d'aide efficace. Et on voit que vous êtes tous, avec vos spécialités, au rendez-vous pour cette aide. Ce qui a l'air de manquer maintenant, c'est les connexions entre les innovations possibles qui permettent aux médecins d'avoir le contact avec le jeune et tout un système de soins qui, dans sa réactivité, dans les réponses appropriées, manque d'éléments, manque de rapidité, manque de connexion. Il y a des trous dans la raquette, comme on dit maintenant, selon une expression consacrée. On voit aussi deux pistes peut-être qui vont nous aider pour le deuxième webinaire. C'est d'abord la famille, comment la famille peut être associée, intégrée, comment ça pourrait aider à aller plus vite vers des soins efficaces pour le jeune. Et puis, il y a la pensée suicidaire, il y a la première tentative, et puis il y a la récidive. Le fait que la première tentative, heureusement, soit souvent ratée, ça donne une deuxième chance, et c'est cette deuxième chance que le système ne doit pas rater. Merci à tous les quatre, Marcel, Dorothée, Sofiane, Marie. Merci à Monel pour sa présentation. Et dans un quart d'heure, on tourne cette page pour en ouvrir une autre, celle des propositions innovantes, même si on a déjà vu beaucoup de pistes maintenant. Merci à vous quatre, et à vous cinq, et à tout à l'heure pour les autres.